bonsoir, chers copropriétaires, administrateurs. Bienvenue à la web radio du 27 septembre ce soir. Ce soir, un sujet très intéressant. J'ai un sujet rempli de questionnements avec nos invités de ce soir. Donc, les travaux dans les parties communes en copropriété, les travaux majeurs et les travaux d'importance. Donc, on va couvrir tout ce qui est travaux. Et pour couvrir le sujet ce soir, je suis accompagnée de 3 personnages très impliqués dans l'industrie de la copropriété. Donc, moi, Valérie Couture, qui anime la web radio à tous les 2 semaines, et un collègue, un ami dans l'industrie, M. Sean Beauchemin, ingénieur. Bonsoir, Sean. Bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Sean Beauchemin de Despatie Beauchemin et de la firme Audi aussi, qui produit des études de fonds de prévoyance et carnets d'entretien, tout ça. Donc, on va sûrement faire référence à ça ce soir, Sean, sur le temps de notre web radio, parce que ça va être très profitable pour la clientèle qui est avec nous. Donc, merci d'être avec nous. Et 2 personnes très reconnues dans la copropriété aussi, Maître Yves Papineau, qui va être là pour nous éclairer sur certaines situations de légalité et tout. Bonsoir, Maître Papineau, vous allez bien? Moi, je ne suis pas votre ami. Oui, non, mon ami, bonsoir tout le monde. mon ami Yves, oui, c'est ça. Alors, merci d'être avec nous, Maître Papineau. Toujours en commençant sur une bonne note, c'est apprécié, c'est super. Donc, merci beaucoup. On va avoir plusieurs questions pour vous, Maître Papineau, ce soir. Et un architecte très reconnu dans l'industrie de la copropriété, M. Georges Fallat. Bonsoir, M. Fallat, ça va bien? Bonsoir. Content de vous rejoindre. Bien, on est très, très heureux de vous avoir avec nous. C'est intéressant ce soir. Donc, M. Fallat agit aussi dans les situations d'enveloppe de bâtiments et tout ça. Donc, au cours de la soirée, ça nous permettra de connaître vraiment les spécialisations de M. Fallat, de M. Beauchemin, de Maître Papineau. Alors, on va couvrir le sujet toute la soirée, jusqu'à 8 heures. On va se faire un plaisir si vous avez des questions. Vous pouvez les noter dans le chat et notre collègue Gabriel va me les relayer et je les amènerai à nos invités ce soir. Donc, ce soir, je tiens à dire que aussi, on a, Gabriel, je vais présenter tout de suite le livre. Il y a les travaux, tout ce qu'il faut savoir, les travaux en copropriété. Il y avait eu la première édition qui était déjà écrite. La 2e édition par Maître Yves Jolicoeur est en train d'être peaufinée, terminée. Donc, ce livre-là, pour ceux qui nous écoutent ce soir, on va faire tirer 3 exemplaires qu'on vous remettra, mais quand il sera disponible. Mais il faut prendre en considération que si vous écoutez l'émission en rediffusion, ben, le livre sera déjà sorti parce qu'on s'entend qu'il sort en novembre 2023, donc en novembre prochain. Et c'est la 2e édition. C'est vraiment en lien avec notre émission de ce soir. Donc, c'est des petits livres qui sont très faciles à lire, très simples et très, très éducatifs dans le sens de bien vous guider pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre copropriété. Que vous soyez copropriétaire ou administrateur, c'est des livres qui sont très simples et qu'il faut avoir sous la main sans faute. Donc, on va débuter la soirée tout de suite. Et je vais débuter la première question pour mon ami, Maître Yves Papineau, de nous expliquer, en fait, j'aimerais ça, oui, je m'excuse, je veux naturellement parler du partenaire de la soirée, donc la commandite ce soir, c'est l'entreprise de Sean Beauchemin, Despatie Beauchemin. Alors, merci beaucoup d'avoir permis. Je tiens à souligner, les commandites de la soirée ne sont pas pour ni la présentatrice, ni les invités. C'est vraiment pour supporter le site Condo Légal et toutes les mises à jour qui sont faites, les réponses aux questions, toute la documentation qui est indiquée là-dedans. Donc, vraiment supporter le Condo Légal. Donc, merci encore, Sean, avec Despatie Beauchemin. Donc, Maître Papineau, dans un premier temps, on avait un petit débat tantôt, un petit échange très le fun dans le sens où on parlait de grands travaux, on parlait de travaux majeurs, on parlait de termes qui étaient dans la déclaration, qui n'étaient pas dans le Code civil. Ce serait peut-être la première chose qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs ce soir. Qu'est-ce que c'est que des travaux majeurs en copropriété? Puis, qu'est-ce qu'on peut
comprendre quand on est dans un syndicat, peu importe la taille, comment on peut essayer d'enligner les administrateurs et les copropriétaires de comprendre c'est quoi ces grands travaux-là ou des travaux majeurs? Ben, premièrement, il faut faire une différence entre travaux majeurs et réparations. Le Code civil ne parle pas de travaux majeurs. Le Code civil, à l'article 1071 sur le fonds de prévoyance, parle de réparation majeure et l'article 1097, lui, parle de travaux, que ce soit transformation, agrandissement, amélioration, mais encore là, en 1097, on ne parle pas de majeur ou de mineur. C'est important de faire la distinction parce que si on veut utiliser l'argent qui est dans le fonds de prévoyance, il faut que ce soit pour des travaux majeurs. Alors, si on doit remplacer la rampe sur un balcon d'une bâtisse de 135 balcons, on ne prend pas l'argent dans le fonds de prévoyance, pas une réparation majeure. Si on doit remplacer les 135 sur 135, ça commence à être majeur. Okay? La même chose pour 1097. 1097 ne fait pas de distinction. Alors, quand je fais ce que dit 1097 alinéa 2, c'est que les travaux de transformation, d'agrandissement ou de modification. Alors, si je transforme le lobby de l'immeuble, que ça coûte 10 000 ou ça coûte 500 000, c'est de la transformation. On a besoin d'un vote suivant 1097. Alors, souvent, les gens associent les travaux, le coût des travaux avec les besoins de vote. Vous avez raison, oui. Et je vous donne un exemple. Dans un syndicat, on a déjà remplacé 500 000 de tapis. Ben, ce n'est pas une réparation, ce n'est pas des travaux majeurs, c'est du remplacement au terme de la loi et l'argent se prend dans le fonds de prévoyance. Puis ça, on n'a pas besoin d'un vote de l'Assemblée parce que ce n'est ni de la transformation, ni de l'agrandissement, ni des améliorations. Par contre, si on change le tapis pour mettre du granit sur le plancher et que ça coûte 10 000, ça, c'est de la transformation. Ça va nécessiter un vote sous 1097. Alors, il faut faire attention avec le mot majeur et avec le mot travaux pour bien s'assurer dans quelle catégorie exactement on se situe. Parfait. Ça, c'est très clair. Puis, on va sûrement y revenir plus tard dans la soirée. Mais si on parle de travaux, si on parle de travaux majeurs, parce que c'est des réparations importantes qu'on va emmener, bon, il se peut qu'on trouve, puis on entend de plus en plus parler dans l'industrie, de faire appel à des professionnels. Encore là, si je peux me permettre, ce n'est pas en fonction nécessairement du coût des travaux qui va nous dicter qu'on doit faire affaire à un professionnel. Donc, je commencerai par Sean. Tu pourrais nous présenter un peu le genre de travaux que vous réalisez comme firme d'ingénierie dans les travaux. Et après ça, je vais permettre à M. Falla de nous expliquer la même chose puisque c'est intéressant, ce soir, on a un architecte et on a un ingénieur. Donc, on va pouvoir expliquer aux gens quelle est la différence, puis pourquoi on appelle plus M. Falla que Sean sur ce type de problématique-là ou vice-versa. Donc, Sean, je te laisse t'expliquer un peu, puis après ça, on va parler de ça avec Georges. Oui, en fait, la limitation de ce qu'on est en mesure de faire pour aider les copropriétaires puis les syndicats de copropriété, c'est vraiment relatif à ce que notre ordre professionnel va nous permettre de faire. Donc, M. Falla va pouvoir énoncer avec exactitude qu'est-ce que l'Ordre des architectes, comment l'Ordre l'encadre dans sa pratique. Alors que pour les ingénieurs, c'est assez simple en fait. C'est lorsqu'on a des réfections, on conserve la vocation ou on utilise le même type de matériau pour faire un remplacement, comme par exemple, j'ai une déformée dans mon mur de briques, j'ai un ventre de bœuf entre le deuxième et le troisième étage. On veut juste la brique en place, faire une correction. On ne touche pas à tout ce qui est le système mural, donc il n'y a pas de modification. Donc, ça, on va être en mesure de le faire. Dès qu'il y a une modification, donc dès qu'on veut faire un remplacement de type de parement, par exemple, donc là, on va avoir besoin d'aller. Moi, je ne pourrais pas le faire en tant qu'ingénieur, donc je vais référer à mes collègues architectes.
Et bien entendu, bien, toute la portion de travaux d'ingénierie, comme tout ce qui touche aux structures, donc structure murale, structure de stationnement, structure le civil, donc les stationnements extérieurs, pas juste les structures de stationnement intérieur, donc un simple stationnement sur sol de 6 places de stationnement avec du génie civil, donc la gestion des eaux de surface, les regards, les puisards, etc., la connexion au système des villes. Donc, tout ça, on va être en tant qu'ingénieur, on va être en mesure de le faire pour le syndicat de copropriété. Super, merci beaucoup. C'est assez clair. Maintenant, M. Falla, pouvez-vous nous expliquer de votre côté quel genre de travaux vous allez être appelé à réaliser pour les syndicats de copropriété? Nous, on fait beaucoup de travaux quand même pour les tours en hauteur. C'est sûr qu'on a un ordre comme l'ordre des ingénieurs, on a un ordre d'architecte. Nous, tout ce qui touche l'enveloppe du bâtiment, ça appartient à l'architecte. Et tantôt, quand j'entends de Cynthia, quand il dit, moi, je peux travailler sur un mur de briques qui a un ventre de bœuf ou des fissures, ce n'est pas à l'ingénieur s'il n'y a pas vraiment de structure. Et là, je ne suis pas là pour dire, il peut pas. Vous me posez la question et je vais vous dire la différence. Et ça, c'est des éléments qui appartiennent à l'architecte. C'est l'enveloppe, d'accord? On parle de l'enveloppe. Et j'en ai vu quand même des amis ingénieurs qui s'y mis à refaire la toiture. Ça, c'est un autre débat. Mais pour revenir au travail de l'architecte dans des travaux de même, actuellement, j'ai 48 unités à réhabiliter. Quand il y a des travaux de structure, je fais appel à l'ingénieur en structure. La réhabilitation se fait sur les façades et à l'intérieur. Tous ces travaux, c'est de l'architecture et non plus de la structure. Donc, à ce moment-là, la façon de s'y prendre, de savoir où se limitent les travaux d'ingénieur ou les travaux d'architecte. Et si vous regardez quand même les plans d'architecture dans n'importe quel bâtiment que vous avez, celui qui conçoit l'enveloppe du bâtiment, c'est l'architecte. Celui qui fait habiller l'enveloppe, c'est la structure, c'est l'ingénieur. Et à ce moment-là, je me demande, écoutez, là, je n'essaie pas à limiter les travaux d'ingénieurs, mais moi, j'ai des amis d'ingénieurs qui ont appris sur l'État pour l'enveloppe du bâtiment. Et je me demande, en toute sincérité, Cynthia, qu'est-ce que vous étudiez quand même quand vous êtes ingénieur en structure ou ingénieur tout court à l'université? Est-ce que vous étudiez la différence enveloppe du bâtiment? Est-ce que vous étudiez les différentes compositions des murs? Est-ce que vous étudiez les différentes compositions des toitures? Est-ce que vous avez de l'expertise pour savoir c'est quoi les problèmes dus aux murs, aux cavités d'air, aux murs rideaux ou autres compositions? Ben, en fait, comme je disais, oui. Dès qu'on va arriver dans une conception de parements muraux, dès qu'on va devoir toucher à la vocation de l'enveloppe, vous avez entièrement raison que l'ingénieur n'a pas sa place dans faire ces travaux-là. Là. Donc, mais je parlais de travaux, dans le fond, de travaux mineurs dans un travail majeur. Donc, faire du rejointoiement de mortier sur un parement de briques nécessite pas nécessairement les connaissances sur les lames d'air à l'intérieur des murs à cavité. Donc, on parle vraiment d'un travail de surface pour faire des correctifs mineurs là, sur un remplacement d'une allège de pierre sous une fenêtre qui est défectueuse ou un remplacement de réparation d'un balcon, donc avec la corrosion de l'acier d'armature qui est localisé dans le béton. Donc, pour ne pas affecter la structure, les travaux qui devront être réalisés, ça, c'est le genre de travail que l'ingénieur va pouvoir faire là, sur un bâtiment. Là. Donc, le balcon est considéré dans l'enveloppe, mais doit être peut être réalisé par l'ingénieur. OK, mais on ne rentre pas là-dedans. Je ne vous demande pas qu'est-ce que vous mettez en dessous de la lège. Si vous mettez un solin, si vous mettez des champs de fleurs, je ne rentre pas là-dedans dans la technique. C'est ça. Tout ce que j'ai dit, que la question est claire. Qu'est-ce qui fait l'architecte? Qu'est-ce qui fait l'ingénieur? L'architecte, c'est toute l'enveloppe du bâtiment dans son ensemble. S'il y a de la structure, de renforcement, d'affaissement, c'est l'ingénieur en structure. Mais n'arrive pas rarement qu'on voit de beaucoup qu'on prend un professionnel pour un dossier, pour un projet, puis
l'un des deux professionnels amène l'autre professionnel pour s'imbriquer dans le travail, justement, de venir compléter l'autre partie qui ne peut pas réaliser. Et c'est la beauté de la chose parce que ça permet au syndicat. Et ça m'amène une autre question parce que vous êtes des professionnels. Donc, vous prenez charge de des dossiers. Les syndicats vous appellent, puis on suggère, puis là, je vais arriver avec une autre question. Pourquoi qu'on prend un professionnel? Puis là, je vais poser la question assez crue parce que beaucoup de syndicats qui pensent que refaire des balcons, refaire des travaux de jointement de briques, qu'ils vont faire 3 soumissions ou 10, puis ils vont choisir l'entrepreneur là-dedans, puis ça va bien marcher. Mais j'aimerais qu'on explique du côté technique de M. Fallat et de Sean, qu'est-ce que vous apportez comme sécurité? Parce que là, on ne se le cache pas, là. Les honoraires professionnels, c'est pas donné, effectivement. Mais nous, comme gestionnaires professionnels, on essaie toujours de dire à nos clients, c'est la façon de protéger les administrateurs, de déléguer ça à un professionnel. Fait que c'est une des choses qu'on les amène à faire. Et puis, c'est intéressant que les gens comprennent aussi comment on va développer le projet, comment on va avancer. Mais avant que j'écoute Georges et Sean, Maître Papineau, quelle est la responsabilité que le conseil d'administration délègue quand il transfère ça à un professionnel? Pourquoi je convaincrais un syndicat de 20 unités à engager un des deux professionnels pour réaliser des travaux sur le bâtiment? Que ce soit une réfection de toiture, des remplacements de balcons, des remplacements de fenêtres, des travaux de mortier comme on a parlé ou quoi que ce soit. Pourquoi j'engagerais un professionnel et je ne ferais pas 10 soumissions et blabla? Parce que vous êtes administrateur d'un bien et vous devez administrer de façon raisonnable et correcte. Et comme vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas architecte, si vous dites, moi, je vais faire venir des compagnies de toiture, puis je vais prendre la meilleure soumission, si personne ne supervise les travaux, ben, il y a un problème là. Parce que ça se peut que la personne, l'entrepreneur de mauvaise foi ou par inadvertance ou ça, procède mal aux travaux et c'est vous qui l'aurez choisi comme administrateur. Et là, que vous soyez responsable ou pas, les copropriétaires vont vous regarder. Moi, j'en ai plusieurs dossiers où les administrateurs n'ont pas engagé personne pour faire la supervision des travaux, puis ils ont dû les recommencer. Ça, c'est moins drôle quand tu payes 2 fois pour la même chose. Et c'est sûr que les gens disent, puis c'est un drôle de raisonnement, les gens disent, hey, ça coûte déjà assez cher, 100 000 pour le toit, on n'est pas pour arriver puis payer pour la supervision des travaux en plus. Ben moi, je me dis, il me semble que ça coûte déjà trop cher pour faire les travaux, peut-être que tu es mieux de les faire superviser pour ne pas recommencer une autre fois. Oui, c'est ça. Okay? Et les administrateurs ont l'obligation d'agir avec prudence et diligence. Ben, quand ce n'est pas ton travail, quand ce n'est pas tes connaissances, tu demandes à des gens qui ont des connaissances de superviser les travaux. Okay. Bon, alors maintenant, Georges, je pense que vous aviez déjà aligné quelque chose à dire, là, mais dans le fond... Moi, je chemine plus techniquement que Maître Papineau, c'est que quand on fait appel à un professionnel, on ne fait pas appel à un professionnel pour remplacer une porte. On a fait appel à un professionnel, mettons qu'on va changer, on va remplacer la membrane de la toiture. Et c'est une assurance pour le syndicat pour avoir des plans d'exécution. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, il va savoir quel produit utiliser, c'est quoi la superficie, et puis comment faire la membrane, comment la monter, la membrane sur les parapets et ainsi de suite, parce que ça reflète ça dans nos plans. Et je répète, c'est une assurance pour tout le monde et c'est une responsabilité conjointe entre le professionnel et le couvreur. Et c'est une assurance qui a de valeur, c'est d'après moi, pour le syndicat, pour bien faire les travaux, c'est sûr. Quand on a des travaux à faire de toiture,
nous, là, dans notre cabinet, on fait les plans, on fait l'appel d'offres, puis on fait la surveillance. Si on ne fait pas ces trois, on n'embarque pas. On ne donne pas nos plans, puis faites ce que vous voulez. Non, on veut assurer notre responsabilité de A à Z. Après ça, on donne les garanties, puis on donne le certificat d'achèvement des travaux. Ce qui est important aussi, Vas-y, Madame. Sean. Hop, attends un petit peu. Oui. Regardez, c'est que dans ce que vient de dire Georges Falla, il faut aussi comprendre que si j'ai un devis qui provient d'un architecte et que je vais demander des soumissions, je vais avoir des soumissions qui sont en fonction du devis. Exact. Et quand je vais comparer le prix, ben, je vais dire tout le monde a soumissionné sur la même chose. Exact. Mais si j'ai 5 soumissions et il n'y en a pas un qui fait le toit de la même façon, comment je fais pour choisir qui est le meilleur et qui est le moins cher? Les 5 ne feront pas la même chose. Effectivement. Et peut-être qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais on ne le sait pas, on n'a pas cette compétence-là. Si vous permettez, la semaine passée, j'ai eu un syndicat, ça fait un bout de temps que je travaille avec eux autres, puis on m'envoie 3 soumissions. Mais là, ils n'ont pas fait ni plan, ni devis, et ils ont 3 soumissions, 187, 250, 450. Puis on me dit, monsieur Falla, lequel on prend? Ben, si vous n'avez pas des plans, je ne sais pas comment ils vont procéder. Chaque ouvreur, il a sa façon de faire. Est-ce que c'est une membrane modifiée? Est-ce que c'est ventilé? En tout cas, il y a plusieurs propositions pour une toiture. C'est pourquoi les plans et devis avec la surveillance, c'est une assurance pour le syndicat, pour le donner, pour leur argent. Merci. Oui, en fait, ce que j'allais ajouter ou confirmer de ce que M. Falla dit, c'est le terme à retenir, c'est vraiment la responsabilité. Donc, la copropriété transmet la responsabilité à ce que les travaux soient bien réalisés et le professionnel va s'assurer avec l'entrepreneur. Donc, les 2 responsabilités vont être liées à ces 2 entités-là pour que les travaux soient bien réalisés et que, si je peux me permettre de parler un peu de facturation, là, donc quand on fait une surveillance, comme M. Falla l'a mentionné tantôt, on ne fait pas de toiture parce qu'on n'est pas architecte. Donc, si je peux faire un parallèle avec dans les stationnements souterrains, par exemple, où on va faire un travail on va monter un devis de réparation technique avec la présence de l'asphalte sur la dalle de béton structurale, puis on va devoir essayer de comprendre, en fait, d'évaluer la quantité de travaux qu'il va y avoir avant d'avoir retiré l'asphalte. Donc, on va avoir émis une quantité sur laquelle les soumissionnaires vont pouvoir se baser pour rendre leur soumission. Donc, si rendu en chantier, on a moins de quantité ou plus de quantité, donc la copropriété s'attend à ce que le professionnel doit s'attendre à ce que le professionnel qui est engagé fasse respecter l'aspect contractuel qui dit que s'il y a plus de quantité, le taux unitaire pour les corrections du béton vont être un peu plus faible à cause de l'aspect de la quantité globale de travaux et dans le sens inverse aussi. En plus que le syndicat va pouvoir obtenir de la facturation qui va être relative vraiment aux travaux qui vont avoir été réalisés en fonction de l'évaluation par le professionnel de ces quantités-là. Donc, mesurer au chantier qu'est-ce qui a été réalisé pour vrai, qu'est-ce qui a été fait. C'est ça qui devra être facturé aux copropriétaires. C'est un très bon point que tu apportes, Sean, parce que le débourser aussi d'argent. Parce que vous allez, comme professionnel, le contrôler dans la gestion du projet. Absolument. Donc, ça, c'est important aussi, M. Papineau. Ça, en plus des travaux, la responsabilité, tout ça, on a un professionnel qui nous dit « OK, tu devais donner 50 % mais là, donne-y pas ça parce qu'il y a pas... Il y a une sécurité dans le fond pour nos administrateurs. Là. » Moi, avec beaucoup de respect pour mes amis ingénieurs architectes, je dis toujours aux clients, ça prend 2 choses avant de donner un mandat à un architecte ou un ingénieur. Ça prend de se renseigner sur sa compétence et deuxièmement, sur son assurance responsabilité. Parce que moi, je l'engage parce que je ne connais pas ça et lui est supposé de connaître ça. Alors moi, si je fais faire des travaux, comme là, cette semaine, on avait ça, 475 000, je veux savoir si l'ingénieur est compétent ou l'architecte, mais je veux savoir s'il y a une assurance aussi, parce que c'est pour ça que je l'engage. C'est pour superviser les travaux, superviser les déboursés. Lui, c'est son travail, c'est sa compétence. Alors, c'est important
de bien vérifier ça. Et vous savez, comme disait Georges tantôt, on ne fera pas venir un architecte, un ingénieur changer une porte, mais c'est désagréable. Je l'ai là, à l'île des Sœurs, un projet où ça a coûté plusieurs millions, puis ils sont en train de finir de faire la deuxième fois exactement les mêmes travaux. Oui, je le sais, je comprends. Parce qu'il n'avait pas pris de professionnel, Maître Papineau? Ah, ben il avait engagé une dame qui se prétendait capable de faire le travail. Alors, la semaine avant le début des travaux, elle est allée s'acheter un casque blanc puis des bottines de chantier. Puis d'après, elle a supervisé les travaux. OK. Ça coulait presque autant après les travaux qu'avant. Alors, prenez un professionnel compétent. Je comprends que ça ajoute à la facture, mais faites une fois correctement, c'est moins cher qu'une deuxième fois. Et là, c'est drôle, la deuxième fois, là, il engage un professionnel. Mais il y a déjà une fois de trop. Absolument. Il y a peut-être quelque chose, si je peux juste me permettre 2 secondes, quelque chose qui n'est pas à négliger aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre des surprises? Donc, j'ai parlé de retrait de pavage alors qu'on a des travaux de béton à faire, puis là, tu sais, c'est tel que tel, on est capable d'élargir la portée de travaux, mais comme M. Falla disait tantôt, il fait remplacer un allège de fenêtre, puis il se rend compte que l'évacuation de l'eau n'est pas faite adéquatement. Si je suis dans un syndicat de copropriété de 10 copropriétaires qui n'ont aucune connaissance en architecture, est-ce que je me fie à la bonne volonté de l'entrepreneur qui est sur place pour déterminer une méthode de correction pour que ça soit fait, 1, selon les règles de l'art, et 2, pour que ça corrige le problème d'infiltration d'eau, là. Donc, il y a souvent des surprises quand on commence à faire des travaux. Donc, le professionnel est là pour trouver une solution pour le syndicat de copropriété, là. Ben oui, parce que juste 2 secondes, genre, mais tu amènes quelque chose parce que, mettons, on prévoit des remplacements de fenêtres. En fin de compte, tout en arrière, la membrane, c'est toute pourrie. Tu sais, je veux dire, il arrive des C'est situations des où est-ce extras, que... justement, des surprises. C'est ça. Allez-y, Georges, je vous laisse. Ben, je vais revenir un petit peu à ce qu'a dit Maître Papineau, c'est que c'est pas vrai, on n'a pas toujours la responsabilité, par exemple, pour les paiements. On a la responsabilité, comme architecte, dans mon cas, me dire, ben, Monsieur Falla, est-ce qu'on libère le paiement de 50 000? Moi, j'ai l'obligation d'aller vérifier si c'est vraiment est rendu à 50 ou 30 pour libérer 50 000, parce que des fois, on a des entrepreneurs qui sont rapides pour envoyer leur facture, et puis il n'a même pas fait 20 puis il va avoir 100 000. Parce que dans des cas, Maître Papineau, c'est que il y a le syndicat ou membre du syndicat qui prend la relève pour faire la gestion un peu de les paiements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas parlé des substituts. Exemple, ça veut dire que si vraiment j'ai, dans mon cas, si je fais une réhabilitation d'un bâtiment ou de réparation ou remplacement de membrane de toiture, c'est que toujours l'entrepreneur, le couvreur, il nous arrive avec des substituts. Tout est écrit dans nos plans et devis, mais quand même, à un moment donné, lui, il dit, je donne un exemple, si on dit, je vais avoir une membrane Blue Skin, alors lui, il dit, ben écoute, moi, j'ai Résisto. C'est pas l'équivalent, tout à fait. Donc, c'est pourquoi on est là quand même à la place du client pour défendre son intérêt. Ben, un Cadillac, c'est pas un Lada. C'est un peu ça, là. Des fois, il offre un substitut comme ça. Et ça, c'est important, Georges. C'est important, ça. Ça vaut beaucoup d'argent, je peux vous le dire, là. L'entrepreneur, c'est pas méchant, là. Je veux dire, on travaille avec ces gens-là, on a besoin de ces gens-là. Mais toujours, c'est de son intérêt. Écoutez, dans le camion, c'est ce que j'ai. Mon fournisseur, c'est ce qui me... C'est clair, j'ai dit non, c'est Blueskin, c'est Blueskin. Et je pense, je répète, c'est une assurance pour le syndicat d'engager un professionnel. Parce que si je fais quand même mal mon travail, ben, vous pouvez se plaindre sur moi comme professionnel. 1, j'ai mes assurances. 2, j'ai une mauvaise réputation si je fais un mauvais travail, c'est sûr. Je ne suis pas survieux jusqu'à aujourd'hui, je ne vous le dis pas, je suis rendu à quel âge, je pense que je suis un petit peu plus âgé à mettre Papineau, mais c'est un peu ça quand même, on garde notre réputation. Puis moi, personnellement, moi, je peux vous dire honnêtement, je vous annonce peut-être des petites choses que vous ne savez pas. Moi, à ma retraite, je vais être bénévole pour
les syndicats. Et vous venez de dire une phrase que vous n'auriez pas dû. Je veux être bénévole pour le syndicat parce que, je vous avoue, ça fait pitié. Oui. Ça Mais fait pitié, je le dis en voix haute, ça fait pitié. Les gens, des fois, ils ne savent pas comment se prendre, à qui faire affaire. Et on a toujours peur, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. OK? Et peut-être on aura à un moment donné de raconter qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans notre vie professionnelle. Ce ne sera pas mauvais, par exemple, d'en parler à un moment donné. Il faut juste compter qu'est-ce qui se raconte, Georges, par contre. Exact. C'est ça. Donc, bon point. Effectivement, puis c'est important de le dire que la responsabilité professionnelle, vous l'avez, vous êtes capable de gérer ça. Tantôt, vous avez donné des exemples, des ajouts, des modifications. Sincèrement, très peu, très peu d'administrateurs pourraient prendre une décision qui serait la bonne quand un fournisseur lui fait changer. On a rencontré ça, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. On ne peut pas juger comme administrateur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut faire appel avec des gens comme vous. J'ai une question dans le chat qui m'arrive. Bon. Question de chez Solscan. Nous allons bientôt refaire les parties communes. Escalier, plancher, éclairage, changer le hall, refaire la salle commune. Comment préparer? Designer, entrepreneur. Où doit-on en premier lieu faire la liste demandée par un architecte ou c'est le designer qui fait les plans? Vous venez de mettre en question ce que je pensais faire, de remettre en question ce que je pensais faire. Donc, la même personne, qui peut agir comme superviseur de chantier et ça se trouve comment ces gens-là? Fait que là, je comprends qu'on a un projet de refaire, Maître Papineau, ce que vous avez fait référence tantôt, le hall d'entrée. Donc, on touche à plein de choses. Donc, c'est sûr que ce n'est pas des travaux à l'extérieur, sur l'enveloppe, sur la toiture, etc. Mais c'est vrai, qui on engage là-dedans? Parce que là, si on change des affaires, Maître Papineau, on change la couleur du tapis. Est-ce qu'il va y avoir une crise de nerfs à l'Assemblée? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, tout dépend des travaux. Si on fait de la décoration, on engage un décorateur ou un designer. Parfait. Surtout, on ne soumet pas aux copropriétaires des choix de couleurs. Ça vaut le 30 secondes de votre vie, là. J'ai un condo avec Saint-Laurent, ça a duré 1 an et demi, choisir la couleur des tapis. Et quand ils ont fini par choisir le tapis, le manufacturier, il n'en faisait plus. C'est ça. Alors, décoration, on prend un décorateur, mais si on fait des travaux, on change des fenêtres, on change le plancher, on enlève le béton, puis on y va avec la drille sur le béton pour enlever les tuiles, puis on abîme la dalle, mais là, on est rendu dans d'autres choses, là. Alors, décoration, c'est correct, un décorateur, un designer, mais plus que ça, il faut avoir un professionnel. On appelle l'architecte l'ingénieur qui nous dira qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Mais un designer avec beaucoup de respect, ça n'a pas de compétences de structure ou d'architecture et ça n'a surtout pas les mêmes assurances. Non, non. C'est juste bon dans les beaux mix, puis les belles affaires, puis les bons matériaux, tout ça. Si vous permettez, on est en train de faire pour une ville transformer un bâtiment. Et il y en a beaucoup de travail de designer intérieur. Mais la façon de s'y prendre, c'est sûr que la ville a fait affaire avec nous. C'est nous qui supervisons le tout. Il y a une partie architecture, exemple pour les plafonds, les faux plafonds, pour remplacement des fenêtres et pour les murs coupe-feu. Donc, à ce moment-là, normalement, c'est l'architecte qui chapeaute ça et puis avec un designer qui fait le travail. S'il y a des travaux d'affaissement de structure, la dalle, c'est sûr qu'on va engager un ingénieur pour vraiment régler ce genre de problème. C'est ça mon conseil pour votre monsieur, là. Oui, parfait. J'en ai un autre, M. Gobeil, Sébastien Gobeil est souvent avec nous dans les web radios. Bâtiment de 10 unités, 2 résidentiels dans les tours, de fenêtres, dans tous les fenêtres
tous les tours de fenêtres à changer, 60 fenêtres. Le matériel semble être du presswood qui gonfle avec l'eau. Un architecte ou un ingénieur? Bon, Un architecte. c'est toujours l'architecte. Ben, regardez, au niveau des fenêtres, quand on parle du presswood, c'est sûr que par rapport au presswood, l'eau, il n'aime pas ça. D'accord? Ça, c'est presswood. C'est le mot le dit. OK? Du riz pressé. C'est ça. À ce moment-là, quand il touche à l'eau, il n'y a aucune protection. Mais si je mets, par exemple, par-dessus du presswood une membrane autocollante, puis j'insère ma fenêtre, ben, je pense qu'on a les mêmes résultats. Parfait. Mais si monsieur veut engager un professionnel pour superviser ce projet-là, c'est un architecte. Ben, c'est un architecte pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pour les mesures des fenêtres. L'installation. Puis il y a un guide d'installation d'une fenêtre. D'accord? Après ça, les essais qu'on le fait pour les fenêtres. Les fenêtres qui viennent de l'usine, est-ce qu'il s'est homologué, oui ou non? Parce qu'il y a une homologation selon l'ASTM 400. Il y a une homologation pour l'infiltration d'air, l'infiltration d'eau, intrusion. La même chose, maintenant, le code exige pour les ports. Donc, à ce moment-là, tous ces éléments, il faut le vérifier. Après ça, il faut vérifier quand même de la façon qu'ils injectent l'uréthane. Parce qu'aujourd'hui, on utilise l'uréthane à faible expansion au lieu de la laine qu'on envoie, puis qui presse ça, puis qui ne sert à rien. Aujourd'hui, on a des bons produits comme la compagnie Adsil, Adfoam, comme plusieurs produits qui se vendent pour gicler l'uréthane à faible expansion tout autour des fenêtres. Mais là, avant qu'ils ferment puis ils mettent des moulures à l'intérieur, on inspecte tous ces éléments. Tous ces éléments, on fait les traits carrés, ça veut dire pour savoir si la fenêtre est bien installée ou non. On essaye les fenêtres pour savoir elles ferment bien, oui ou non. Parce que vous savez quand même, si c'était PVC ou aluminium, ben c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que on peut pas forcer une fenêtre en PVC. Une fenêtre en aluminium, la même chose. Mais il y a un degré de tolérance par rapport à l'ouverture, fermeture et à l'étanchéité. Le PVC, il ne tolère pas, par exemple, si on le presse, oui ou non. L'aluminium, c'est beaucoup mieux, c'est sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de différence entre fenêtre aluminium et fenêtre en PVC. OK. Merci, Georges. Merci beaucoup. On a aussi dit, tantôt on a parlé avec Maître Papineau qui a dit que c'est important de relayer la responsabilité comme conseil d'administration à un professionnel. C'est sûr que c'est une grande question, mais il n'y a pas de coût où est-ce qu'on devrait dire, parce que de ce qu'on a entendu, Sean t'a donné un exemple de refaire un stationnement, parce que pour tout le monde, ou la plupart des gens vont penser que faire un stationnement, c'est de l'asphalte pour de l'asphalte, on fait venir des gars d'asphalte, on se fait faire une soumission, ça finit là. D'après ce que tu as dit tantôt, c'est que si on veut s'assurer que le travail va être bien fait, l'évacuation des eaux va bien se passer à la suite des travaux, etc., on va engager un professionnel. On parle de travaux de l'enveloppe. On va parler aussi de travaux qui sont des inspections de la loi 122 pour certains bâtiments qui sont éligibles à ça. Donc, ça m'amène une question avant que je cède la parole à Sean. Maître Papineau, quand on a des travaux majeurs qui ne sont pas éligibles au fonds de prévoyance maintenant, ils sont dans l'étude du fonds de prévoyance, par exemple, j'ai une allocation de 200 000 pour des joints de maçonnerie ou de réparation de mortier, puis je suis 3 ans plus tôt, mais j'ai ma loi 122 qui me dit « tu as des travaux à faire ». Je fais venir une firme comme Sean, il me fait un rapport, j'ai des travaux à faire, ça me coûte 250 000, j'ai une allocation. Légalement, on s'entend, on est proche de la date de l'allocation. Qu'est-ce que vous conseillez à ce syndicat-là? Écoutez, si on est proche, ça dépend de combien de temps. Si il reste 3 ans à contribuer, vous dites 250 000, puis on a 200 000 dans le fonds de prévoyance, il en manque 50. Si on prend 250 dans le fonds de prévoyance tout de suite,
tantôt, il va en manquer 50 quelque part. Alors, ou on fait une contribution spéciale tout de suite, puis on paye le 250, ou on va la faire dans 1 an ou 2 ou 3 quand on va avoir d'autres travaux majeurs. C'est pas miraculeux, là. Si on le prend trop tôt, il va en manquer tantôt. Puis si on ne le prend pas trop tôt, puis on arrive à la date, tant mieux. Mais l'argent, là, si on la prend avant le temps, il va en manquer tantôt. Alors, le choix, c'est est-ce qu'on paye tout de suite ou on paye plus tard, mais on va payer pareil. Ouais. Et je pense que le but de l'étude du fonds de prévoyance, c'est d'éviter des contributions spéciales. Alors, je comprends que là, il va en avoir une si on veut le faire tout de suite, mais moi, je pense qu'on est mieux de le faire tout de suite puis respecter son étude de fonds de prévoyance que de piger et que tantôt, on n'aura plus du tout. On va se ramasser avec des copropriétaires qui ont de la difficulté à contribuer. Merci, M. Papineau. Sean Beauchemin, vous faites des études de fonds de prévoyance? Oui, Vous faites des carnets d'entretien? oui. Donc, expliquez donc à nos auditeurs ce soir, parce que souvent on va entendre ça, puis je veux juste qu'on verbalise un peu le vrai. Ah, ben c'est sûr, l'étude de fonds de prévention, c'est bien trop, ils demandent bien trop d'argent. Puis quand vient le temps de prendre l'argent, bien là, il nous disait 200 000 dans le fonds de prévoyance, ça nous en coûte 400. Ça serait le fun que tu expliques à nos auditeurs ce soir que l'étude du fonds de prévoyance, c'est quand même des montants qui sont ciblés puis calculés à partir de différentes... comment vous calculez ça? Puis on s'entend que c'est des estimés. On a fait tantôt la discussion avec M. Papineau et on comprend bien que ce n'est pas toujours le montant pile qui va sortir. Oui, exactement. Mais en fait, c'est des estimations sur des valeurs théoriques de vieillissement de matériaux, le PVC des fenêtres. Tu sais, comment, juste pour donner un exemple, comment est-ce possible d'être précis si on a un bâtiment de 3 étages, un 12 logements de 3 étages, donc 4 condos par étage avec une certaine quantité de pieds carrés de briques? Qui, lors de l'inspection qui a mené à l'étude de fonds de prévoyance, montrait quelques déficiences de briques, mais pas assez pour dire que les travaux sont nécessaires à court terme. Donc, on va donner une échéance aléatoirement, mais juste pour mon exemple, aléatoirement, on va dire dans 15 ans, on doit faire des travaux. Comment on fait pour estimer les détériorations en pourcentage sur un nombre de pieds carrés de briques à refaire dans 15 ans si dans les 40 dernières années, il y a eu 0,5 % de la brique totale qui est à réparer? Donc, tu sais, c'est normal qu'on ait des différences de montant, mais je pense que dans un esprit où ce qu'on va aller donner des montants à 20, 25, 40, 45 éléments, on va être en dessous à certains éléments, on va être au-dessus à certains éléments de code uniformat, puis on va arriver à avoir des montants qui vont être relativement bons au niveau sur une échelle de 25 ans, à établir c'est quoi les montants qui vont devoir être décaissés ou déboursés du fonds de prévoyance pour mener à bien les travaux qui sont nécessaires dans l'étude. Puis moi, si tu me le permets, là, j'ai une question qui m'est venue en tête que je me fais souvent poser, là, donc qui peut peut-être, qui est adressée à M. Papineau. C'est quoi la responsabilité qu'a des membres du conseil d'administration d'une copropriété qui ont en main un rapport d'inspection qui est rédigé de la main d'un architecte ou d'un ingénieur qui mentionne qu'il n'y a pas de conditions dangereuses au lieu des règlements 122, par exemple, mais on recommande fortement de faire des travaux dans la prochaine année parce qu'il y a une problématique d'infiltration d'eau importante qui va causer des dommages. Donc, c'est quoi la responsabilité qu'a le CA avec quand il y a ça dans les mains? Est-ce qu'il est nécessairement obligé de faire les travaux? Bon point. On a une expression qui n'existe plus dans le Code civil, qui est agir en bon père de famille. Exact. Moi, si j'ai un expert, qu'il soit architecte ou ingénieur ou technologue en professionnel, qui me dit, écoute, il y a un problème avec le mur qui va laisser pénétrer un peu d'eau, puis que je me fais dire ça, puis je m'en occupe pas, j'ai manqué à mon devoir. Moi, un architecte qui va dire, ou un ingénieur qui va dire, tu peux attendre 1 an, le laisser couler pendant 1 an, j'en connais pas qui vont dire ça. Alors, si l'architecte ou l'ingénieur me dit qu'il faut faire des travaux, il faut que je les fasse. Puis peut-être en mettre un petit peu plus, parce que là, les gens aussi nous disent des fois,
Bon, oui, mais là, est-ce qu'on fait faire une étude de fonds de prévoyance puis un carnet d'entretien? Est-ce qu'on est obligé de le respecter? Ben, regarde, premièrement, si tu l'as fait faire puis tu ne le respectes pas, tu aurais été mieux de garder l'argent dans le fond au lieu de le dépenser. Puis deuxièmement, si tu le fais faire, ben, c'est pour le respecter, c'est pas plus magique que ça, là. Vous savez, les gens, il y en a qui ont des drôles de théories. Puis une autre chose que j'aimerais dire, même si je n'ai pas de questions, et mes deux amis vont le corroborer, j'ai vu, moi, des syndicats qui avaient 8 immeubles identiques, Oui. mais qui n'étaient pas géographiquement situés au même endroit. Puis là, les gens ont pris un rapport, puis ont dit ça va être bon pour les 7 autres. Mais la toiture qui est en plein soleil, elle ne dure pas aussi longtemps que la toiture qui est à l'ombre ou en dessous d'un pont ou en dessous d'un arbre. Alors, ces études-là, moi, je ne fais pas d'argent avec ça, là. J'en fais pas d'études de fonds de prévoyance, mais c'est pas vrai qu'une étude de fonds de prévoyance, c'est pas une casquette, le one size fit all, là. C'est une étude de fonds de prévoyance, c'est pour un immeuble en particulier. C'est pas parce que tu en as 8 collés que c'est bon pour les 8. Ça dépend de l'état de chacun, ça dépend de la situation de chacun. Alors, malheureusement, il y a des frais. Oui, ça coûte de l'argent, mais écoutez, ça coûte toujours plus cher. Il y a une chose qui est certaine, ça coûte plus cher de ne pas entretenir que d'entretenir. Ça, c'est au bout de la ligne, là, ça finit par coûter plus cher parce qu'on répare au lieu d'entretenir. Merci, Maître Papineau. Chante, ça a répondu à ta question. Le bon père de famille. À 100%. C'est ça. Et effectivement, si je peux me permettre, puis je suis comme Maître Papineau, je n'ai pas de diplôme d'ingénierie ni d'architecture, mais c'est que les gens, quand ils se font dire que quelque chose à l'enveloppe du bâtiment, ça devrait allumer une grosse lumière en disant, parce que j'ai déjà des fois des problèmes de m'assurer comme syndicat de copropriété. J'ai un professionnel qui vient me dire, warning, une lumière qui s'allume, il faudrait faire quelque chose parce que ça va s'envenimer. Puis des fois, il y a des syndicats qui attendent. Puis après ça, ben, ils disent, maudit qu'on n'est pas chanceux. Ben, il faut justement écouter les professionnels que vous mandatez, que vous payez avec les cotisations de tous. Et puis, après ça, ben, vous essayerez de trouver des solutions pour financer ces travaux-là. Et c'est malheureux, mais plus on attend, plus ça va coûter cher, puis vous ne serez pas plus avancé dans l'argent que vous allez devoir trouver. Valérie, j'ai un dossier, justement, cette semaine, de la guerre dans un triplex. L'an dernier, ça coûtait 8 000 réparer la brique, mais une des deux parties ne voulait pas le faire, peu importe la raison. Aujourd'hui, ça en coûte 32. À condition de les faire à l'automne. Ben oui. Et là, on est rendu qu'il y a un ventre de bœuf dans la brique. Et là, le bricoleur nous a dit, écoute, je te fais la soumission à 32, il faut que j'aille finir les travaux le 30 novembre, puis après ça, au printemps, je reviendrai te faire un prix. Ça ne sera pas moins cher au printemps, là. Ah non, c'est clair. Moi, je veux revenir, si vous permettez, sur 3 points. Le Oui. monsieur qui voulait faire ses 60 fenêtres, moi, Oui. je l'invite à aller chercher des fabricants installateurs. Je suis impliqué dans plusieurs cas parce que la fenêtre vient de l'usine, est bonne, de qualité, mais une fois qu'elle est installée, elle coule. C'est qui est le responsable? Est-ce que c'est l'installateur ou le fabricant? D'accord? Donc, c'est bon qu'on a le guichet unique, c'est fournisseur, installateur. Parfait. Deuxièmement, fonds de prévoyance. Nous, on ne fait pas de fonds de prévoyance plus que 10 ans. La logique dit que faut pas mettre trop dans le fonds de prévoyance puisque les gens vont quitter. C'est vrai ou non? Après 25 ans, je veux le dire, changer la céramique de l'entrée principale, ça va coûter 10 000. Fait que 10 000 par ici, 20 000 par là, c'est des millions. Et le fonds de prévoyance, nous, on le fait, l'estimation, on le fait par élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vraiment j'ai une façade qui a des fissures, nous, on a des équipements au laser pour mesurer les pieds linéaires et des fois, on a encore des quantités des pieds carrés pour remplacer la brique. Et c'est comme ça notre estimation à plus ou moins 15% réel. Troisième point, c'est le 122. La loi 122, là, moi, on m'a donné, là, ça m'est arrivé avec moi, on m'a dit, M. Fallard,
il n'y a pas des conditions dangereuses, mais vous nous recommandez à faire d'ici à 2 ans les travaux. C'est vrai, aujourd'hui même, encore, la RBQ, elle a révisé son cahier pour l'entretien des façades. Même les causes qui mènent à des conditions dangereuses, il faut les réparer. Oui. D'accord? Des 0-1 an, 0-3 ans, puis 0-5 ans. Exact. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, même s'il n'y a pas des conditions dangereuses, il y a des fissures qui mènent à des conditions dangereuses. Et c'est ça ce qu'il faut réparer. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'une brique tombe sur la personne, là. Oui, mais Georges, des fois, les syndicats, s'il n'y a pas de... Malheureusement, si ce n'est pas écrit que demain, quelqu'un va peut-être mourir, ben il y en a qui vont attendre. Ben, malheureusement, au Québec, c'est ça. C'est ça. Il faut pas... Quand c'est brisé, puis quand c'est... Oui. Il y a une certaine notion là, de... Tu sais, je reviens, je fais 2 pas en arrière. Là, ça touche à ce que M. Falla vient juste de dire, mais on parlait de conflit d'intérêts quelques minutes avant d'entrer, de faire Oui. Tu sais, les professionnels, 99% des professionnels ne sont pas liés à une compagnie d'entrepreneurs en construction, de réfection de briques, de toiture. On n'a aucun intérêt à mentir ou à dire que les travaux doivent être faits plus rapidement que ce qui doit vraiment être fait. On n'existe pas pour faire dépenser de l'argent au syndicat de copropriété inutilement, même qu'on cherche des solutions pour essayer de faire des travaux qui vont coûter moins cher, mais qui ont un rapport qualité-prix très bon, puis qui ont une durée de vie utile assez bonne pour que ça a valu la peine de faire les travaux. Donc, mon point, c'est de croire, peu importe qui est le professionnel, si le syndicat de copropriété l'engage, c'est pour lui faire 100% confiance sur ses recommandations, là. Oui, bon point. Puis effectivement, de s'y fier, parce que si on engage quelqu'un puis on dit, comme dit Maître Papineau tantôt, le fonds de prévoyance, on l'a fait faire, mais on ne le respecte pas. L'inspection de façade, on l'a fait faire, mais on ne répare pas. Bien, quand on va arriver dans le 5 ans après, l'autre inspection de façade, là, ça risque de faire mal à un moment donné. Là. Ça va pas s'être amélioré tout seul. Là. Ça, c'est sûr. J'ai souvent des questions à savoir, là, il y a eu la COVID, là, ça va peut-être coûter moins cher dans 2 ans, l'inflation va baisser, mais j'essaie tout le temps de faire comprendre que j'ai 36 ans, là, mais j'ai jamais rien vu qui a diminué de prix. Non, c'est ça. Dans la construction, ça n'est jamais arrivé. Là, je pense que tu as raison, puis même si quand tu auras 40, ça ne va pas avoir baissé, ça c'est sûr. Attendez, j'ai 2 questions ou 3 que je voudrais relayer parce que notre temps passe vite, on a beaucoup de choses à compter sur ça. Madame Julie de Montréal, psychodrame hier chez mes voisins qui faisaient réparer les sorties d'air sur les murs extérieurs. Un copropriétaire criait qu'ils étaient illégaux car l'Assemblée n'avait pas été consultée. Est-ce bien une décision? Madame Julie, j'ai l'impression de connaître votre syndicat. J'ai vraiment l'impression de connaître ce dossier-là. Donc, est-ce bien une décision et responsabilité qui revient au CA? Maître Papineau. Bien, les réparations de l'entretien, c'est le CA. Je dis ça, là. Si on a des questions psychiatriques, là, dans un hôpital psychiatrique, on ne consulte pas les patients, on consulte les médecins et les administrateurs. C'est ça. Même chose dans un syndicat. Je ne dis pas que les copropriétaires ont des problèmes psychiatriques, mais si tu demandes à un copropriétaire, veux-tu qu'on répare aujourd'hui? Je la connais, la réponse. C'est non, je vais mieux payer demain. C'est ça. L'administrateur, lui, il a l'obligation de faire les travaux et de les faire faire quand c'est nécessaire. Donc là, quand vous avez dit ça, Maître Papineau, je m'excuse avec mon crayon, vous venez de faire la boucle sur la question de Sean tantôt en disant « j'ai des travaux à faire, j'ai la responsabilité de les faire quand c'est le temps ». Un professionnel me dit quelque chose. Comme administrateur, quand je décide de reporter ça, je joue un peu avec... avec ma responsabilité personnelle. Absolument. Et moi, si vous êtes prêt à engager votre responsabilité personnelle pour faire sauver de l'argent à tout le monde, c'est gentil de votre part parce que c'est vous tantôt qui allez payer. Oui. Puis généralement, votre quote-part est moins que la responsabilité que vous engagez. Tout à fait. Puis le stress, puis tout. Une autre question.
Oui. Juste un petit mot au choix des entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, là, vous savez quand même, Sean, il parlait tantôt des entrepreneurs, mais on n'a pas beaucoup de choix des entrepreneurs. Qu'on arrête pour le moment donné, là, arrêter de faire 5, 6, 7 pour rien. Il y a des gens qui font 10, il y en a un qui répond. Donc, aujourd'hui, c'est pas vrai qu'on a le choix. Et qu'on arrête pour les petits travaux, là, des expertises, de ci, de ça, qu'on nous demande 3 entrepreneurs. On ne fait pas. C'est clair. Parce que là, ça, Georges, répétez ça, s'il vous plaît. C'est de la musique à mes oreilles. On répète souvent, mais je peux vous dire que c'est surtout durant cette période, avant le COVID, durant le COVID, puis après le COVID, on a une pénurie. On a vraiment une pénurie d'employés, des gens compétents pour nous assister dans nos travaux, surtout dans l'expertise, des choses comme ça. Puis moi, là, si vraiment ils ne prennent pas la personne que je le dis, je n'irai pas. Il n'y en a pas, il n'y a pas un choix, là. On n'a pas de choix, c'est fini, ça, le choix pour le moment, là. Oui, puis je pense que tous les professionnels, les gestionnaires, on est... L'autre fois, on avait un des administrateurs d'un de nos syndicats qui est sous gestion chez nous, puis la personne disait « J'ai trouvé 20 adresses dans Internet, puis vous allez relancer ces fournisseurs-là. » Wow! Bonne chance. Ben oui, bravo. Premièrement, tu n'auras pas 20 réponses. Puis deuxièmement, nous, on ne peut pas toujours, comme vous, comme professionnels, aller dans le marché puis faire des soumissions. Premièrement, les gens ne répondent pas. Deuxièmement, il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas de manpower pour réaliser tout ça. Fait que ces temps-ci, si vous avez un entrepreneur fiable sur lequel vous vous fiez comme syndicat, conservez-le. Puis si vous faites affaire avec un professionnel comme Sean, comme Georges, ben fiez-vous donc à eux autres. C'est eux autres qui décident qu'est-ce qu'ils ont à faire. Je sais qu'il me reste une autre question encore. Monsieur Bourgault est souvent avec nous aussi. Est-ce que les frais pour une étude de fonds de prévoyance sont une charge d'opération ou doit être pris dans le fonds de prévoyance lui-même? Maître Papineau avait déjà commencé à dire oui, oui, oui. Alors, votre réponse? La réponse, c'est que c'est pour des réparations. Le fonds de prévoyance, c'est pour des réparations majeures et du coût de remplacement. Ce n'est pas pour faire des études. Exact. Donc, chaque année, on s'est affaire aux 5 ans, évaluation de valeur de coût de reconstruction, fonds de prévoyance. Ça serait une bonne idée que le syndicat annuellement mette un petit fonds, puis il arrive aux 5 ans, puis il y a de l'argent pour faire ces études-là. Donc, dans votre fonds d'opération, vous pouvez y mettre une petite patte à côté, puis mettre de l'argent pour ces études-là. Question de Marie-Nancy. Lorsqu'un nouveau copropriétaire est impliqué dans un dégât d'eau et que le conseil d'administration l'informe qu'il ne peut pas prendre action sans l'autoriser et que le copropriétaire attendez un petit peu de dégât d'eau et que le conseil d'administration l'informe qu'il ne peut pas prendre action sans l'autorisation du conseil, ça se dédouble, et qu'il refuse de se présenter à une rencontre du conseil pour la prise de décision, qu'il engage un plombier sans informer les membres du conseil, ne permettant pas la présence d'un membre du conseil d'administration. Le copropriétaire indique avoir été conseillé par son agent d'immeuble et que celui-ci ne comprend pas pourquoi le syndicat réagit. C'est pas clair là, de la façon que Marie-Nancy l'a écrit, mais Maître Papineau, vous avez compris le sens? Non, premièrement, là, les travaux sur les parties communes se font par le syndicat, le conseil d'administration, puis deuxièmement, avec beaucoup de respect pour les courtiers en immeuble, ma fille est courtier, je ne pense pas qu'elle a la compétence pour donner des opinions sur des travaux et sur des façons de réparer et d'entretenir. Parfait. Excellente réponse, Maître Papineau. Donc, c'est pas mal dans nos questions qu'on avait. Il me restait 2 petites questions. Je prends 2 minutes qui restent pour vous amener ça en rafale. Maître Papineau, quand on fait des nettoyages dans les colonnes de cuisine, parce que c'est Yves Jolicoeur qui nous a dit de poser cette question, que plusieurs gens se questionnent, quand on décide de nettoyer les colonnes de cuisine, qui paye? On s'entend que la colonne de cuisine, elle couvre toutes les unités, un derrière l'autre, d'un étage à l'autre. Alors, c'est des tuyaux communs. Alors, partie commune. Vous direz à Maître Jolicoeur, vous lui donnerez la réponse, vu qu'il ne l'avait pas. C'est une partie commune, donc c'est tout le monde qui paye. Et Yves Jolicoeur, si tu nous écoutes, son cher ami Yves Papineau te fait dire ça. Un test.
Oui, oui, c'est ça. Vous le textez, genre, c'est parfait. OK. Donc, naturellement, travaux partie commune, c'est le syndicat. Et puis, ça fait partie d'un entretien, dépendamment de la façon que vos copropriétaires gèrent leur évier de cuisine, soit pas comme une poubelle ou comme une poubelle. Vous allez nettoyer ces conduits-là plus souvent et vous allez nettoyer ces conduits-là pour éviter des refoulements qui vont causer des dommages majeurs à un condo qui peut être scrappé en le temps de le dire. J'aurais une dernière question. Tantôt, je vous ai parlé avant qu'on commence, Maître Papineau. Quand on veut présenter en Assemblée générale extraordinaire des travaux majeurs, est-ce que, je pose la question là, mais est-ce que vous présenteriez des gros projets dans la même assemblée que la générale ou on ferait une assemblée spéciale? Et naturellement, si on veut être conséquent et de s'assurer une meilleure compréhension des copropriétaires, les gens, les professionnels qu'on a avec nous devraient être invités à la séance d'information ou à l'assemblée générale extraordinaire ou générale annuelle. Qu'en pensez-vous, Maître Papineau? Ça dépend du temps qu'on pense qu'on va avoir besoin pour présenter. Si à l'Assemblée annuelle, on a très peu de sujets, sauf l'élection des administrateurs, on a peut-être le temps de présenter des grands travaux. Si, par contre, on pense qu'on en a pour 2-3 heures, ben, on est peut-être mieux de faire une assemblée extraordinaire et présenter les travaux. Et encore là, on vient à ce qu'on disait tout le monde tantôt. L'architecte là, qui va réaliser les travaux est peut-être mieux placé pour expliquer ce qu'il va faire qu'un administrateur qui est gérant d'une succursale bancaire. La même chose, l'ingénieur, l'architecte sont là et sont à même de répondre aux questions et d'expliquer le pourquoi, les coûts et la façon. Les gens, des fois, ils veulent juste savoir ça va prendre combien de temps, ça va procéder comment. Bien, il faut donner des réponses. Okay. Merci, Maître Papineau. J'en profite, j'envoie une dernière question que je viens de voir apparaître. Je profite de vous tous. Problème de poutrelles qui cause des petites fissures dans les panneaux de JPROC depuis des années. Les syndicats précédents n'ont pas agi. Est-ce un architecte ou un ingénieur en structure qui va voir à ça? Ça va sûrement influencer l'étude du fonds de prévoyance puisque ce qui a bougé est dû à une problématique. Oui, on a l'intention d'agir rapidement maintenant qu'on découvre les documents. Donc, on parle de petites fissures dans les panneaux de JPROC, donc il y a des joints. Et Céline, je ne vous oublie pas, j'ai effectivement passé, je vais vous revenir. Alors, qui veut répondre à cette question, Sean ou M. Falland? Moi, je vais vous répondre de ma façon comme architecte. On ne sait pas si c'était une poutre ou une colonne, parce qu'il y a plusieurs raisons à une fissuration de panneaux de gyps, d'accord? Ça pourrait être un panneau qui est installé, ça veut dire qu'il ne laisse pas un espace ni en haut ni en bas. Ça pourra causer des fissures. Ça pourrait être un autre joint, ça dépend du mur. Si c'est vraiment plus que 30, qu'il n'y a pas de joint d'expansion, ben, c'est en l'ouvrant pour savoir si vraiment il y a une poutre ou une colonne, par exemple, qui a fait. C'est vraiment, il faut ouvrir certainement. Mais il faut le voir parce que nous, on a déjà vu quand même des colombages ou montants de bois qui sont tordus. Vous savez quand même, quand on met le bois, il n'est pas sec. Donc, à ce moment-là, il peut vraiment faire une courbure et ça pourra causer quand même une fissure. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est les distances qu'on laisse de 3/8 de pouce en haut puis en bas quand on fait les joints. Parce que souvent, les plâtriers, ils mettent, pour le système intérieur, ils accotent le gyps directement sur le plancher. Et ça, c'est une erreur majeure qui peut se produire. Si on ouvre puis on regarde que oui, la poutre est là, ben là, on fait appel à un ingénieur en structure. Okay. En fait, je voyais la réponse exactement dans le sens contraire. Les deux se valent. Là. En fait, la personne que vous allez réussir à engager pour venir voir la problématique va immédiatement, au moment d'ouvrir, va vous dire si c'est un architecte ou si c'est un ingénieur qui doit faire le travail. Donc, si vous pensez initialement que ça va être une problématique qui est plus relative à les systèmes intérieurs, donc l'architecte qui va venir sur place
si suite à une ouverture, voit que c'est vraiment une problématique de poutrelle, mais là, va vous rediriger vers l'ingénieur et vice-versa. Parfait, merci beaucoup. On a Mme Céline que j'avais oublié avec sa question sur les climatiseurs, effectivement, je la reprends. Madame Lapointe, pour remplacer un climatiseur mural par une thermopompe, c'est une demande d'un copropriétaire. Ça arrive souvent dans les syndicats. Est-ce que des firmes d'architectes seraient intéressées, j'imagine, à vérifier ça? À date, je n'ai eu de retour de mes demandes. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, Georges, pour... Je veux dire, oui, on le fait, mais pas vrai. C'est presque 1%, d'accord? Parce que, voyez-vous, thermopompe, parce qu'il faut faire des recherches auprès de la ville pour savoir si vraiment de telles fenêtres sur un tel balcon, on peut en mettre. 2, il faut vérifier quand même le nombre de décibels, parce que combien de chicanes il y en a. Maître Papineau devrait savoir qu'il y en a beaucoup de chicanes au niveau de bruit, transmission de... Mais aujourd'hui, on est rendu pas mal sophistiqué avec les thermopompes. Ils ont vraiment un niveau sonore très, très, très bas. Ça, c'est 1. 2, il faut faire des plans. Mettons, là, moi, j'ai eu la même demande, là. Il faut faire des plans pour savoir où il faut mettre la thermopompe. Et ça, c'est beaucoup de recherches auprès de la ville. Il y a des règlements internes à la ville. Par exemple, la ville de Montréal, dans le règlement, je pense, c'est le 1153, ben, il y en a des choses qui ne permettent pas de les mettre sur telle ou telle façade. C'est la même chose que les conduits d'évacuation, là. D'accord? Après ça, au niveau du choix, ben, c'est pas nous qui font le choix pour dire, ben, ça prend 24 000 BTU ou 12 000 BTU. Non. Moi, j'ai des notions, par exemple, savoir combien ça prend pour une superficie, mais j'en prends pas de responsabilité. Okay. Donc, Mme Céline, on espère que ça répond à votre question si c'était la bonne question. Donc, je voudrais juste, avant qu'on termine ce soir, je ne sais pas si vous avez un dernier mot de la fin, Sean, Maître Papineau, juste pour qu'on puisse terminer. J'avais plein d'autres questions. Je suis sûre qu'on aurait plein d'autres questions, mais on a espéré que ce soir vous avoir bien éclairé dans les situations de grands travaux majeurs, plus un terme qui est approprié. Alors, Sean, je te laisse un petit mot. Bien, en fait, mon mot final, c'est que les professionnels sont là pour aider les gens qui ont moins de connaissances dans le bâtiment, dans le stationnement, dans la toiture. Donc, je pense qu'il faut quand même leur faire confiance, là, comme on fait confiance aveuglément à notre dentiste et à notre mécanicien automobile. Je pense qu'on doit faire confiance aux professionnels qu'on engage pour les travaux majeurs. Parfait. Merci beaucoup. Maître Papineau? Vieux principe, vaut mieux prévenir que guérir. Alors, on fait attention, on choisit correctement, puis on s'assure de bien faire ce qu'on a à faire. Super. Merci. Georges? Choisir un professionnel, c'est une assurance pour moi et de partage de responsabilité. À nous de le pratiquer. C'est sûr. Super. Alors, chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup. Merci à Georges Falla de Gapi Meubles, donc Georges, architecte en copropriété dans l'industrie, dans d'autres sphères, mais très présent dans la copropriété. Merci beaucoup, Georges Falla, d'être avec nous ce soir. Un plaisir. Maître Papineau, c'est toujours un plaisir de vous avoir à notre web radio. Vous avez toujours le mot juste et très simplement dit. Merci. Oui. Sean Beauchemin de Despatie Beauchemin, ingénieur dans la science du bâtiment avec aussi réalisation d'études de fonds de prévoyance, carnet d'entretien. Donc, moi, je travaille avec les 3 personnages qui sont avec moi ce soir dans mes journées, dans mes mois avec mes syndicats de copropriété. Comme je vais être entièrement d'accord avec Maître Papineau pour une fois ce soir, totalement d'accord. Vaut mieux prévenir que guérir et effectivement, prenez les gens qui ont les compétences pour faire des choses qui vont bien vous conseiller parce que comme être humain, on ne peut pas être bon dans tout. Alors, laissez à chacun des gens leur spécialité
et comme administrateur, dégagez-vous d'une grande responsabilité. Donc, merci encore à Despatie-Beauchemin comme partenaire de la soirée. Merci de contribuer à l'éducation du public. Chande, merci beaucoup. Et on vous invite aussi ce soir, Gabriel, notre maître derrière l'écran, va choisir aléatoirement 3 personnes qui étaient dans la web radio qui se retrouveront à recevoir le beau livre mis à jour de la 2e édition des travaux en condo, tout ce qu'il faut savoir. Et je vous le dis, très simple, là, si vous êtes en rediffusion, je parle pour le mois de novembre 2023 que les 2e éditions devraient sortir, qui est à l'écran présentement. Et on vous attend dans 2 semaines pour un autre sujet très passionnant parce qu'il y a beaucoup de sinistres en copropriété. Comment faire une bonne gestion des sinistres, essayer de récupérer des sommes le plus possible. Bien, on va avoir Maître Jolicoeur avec nous et un autre invité à confirmer. Je ne peux pas confirmer encore parce que j'attendais la réponse de cette personne, mais ça va être très, très intéressant. Puis je pense que vous allez comprendre que la technique de la bonne gestion des sinistres va permettre à votre syndicat de récupérer des sommes d'argent qui vont vous aider à éviter de vider votre fonds d'auto-assurance. Donc, encore un grand merci à mes invités. Merci à vous tous à la maison et bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci à vous.